La catastrophe écologique est enclenchée, la crise du coronavirus a fracturé le monde entier, a responsable le capitalisme. En saccageant le service public de la santé, il a transformé un épisode grave mais gérable en désastre. En poursuivant la destruction des écosystèmes, il a mis en contact des virus mortels avec la population humaine. En aggravant les inégalités, il a plongé des dizaines de millions de personnes dans la misère. Le gong avait pourtant déjà retenti lors de la crise financière de 2008. Mais plutôt que de se remettre en cause, les capitalistes ont formé un nouveau paradigme. L'avenir sera technologique, fondé sur la numérisation et l'intelligence artificielle. Il conduira à une nouvelle élite hybridée avec les machines, et la masse de l'humanité sera rejetée dans le chaos climatique au prix d'un apartheid généralisé. Il faut rejeter cette vision mortifère. L'oligarchie est aujourd'hui une caste criminelle. On ne la convaincra pas, on la contraindra pas, on la contraindra. Des stratégies de résistance sont nécessaires, possibles et nombreuses. Cet ouvrage est un appel à dépasser le fatalisme et à entrer en lutte. Car le capitalisme vacille, et c'est tant mieux. Il est temps que s'ouvre le nouveau monde. Moi je dirais un vrai monde. Autant de plusieurs essais décapants dont Comment les riches détruisent la planète, Pointer 2020, et Tout est prêt que pour tout empire, Seuil 2017, Hervé Kempf est rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie. Hervé Kempf, que crève le capitalisme, ce sera lui ou nous. Seuil. « 57 rue Gaston Tessier, Paris, 19e. » Oh, quelle violence, que faute de goût, quelle brutalité, quelle horreur. Ne peut-on pas s'exprimer paisiblement, raisonnablement entre gens de bonne compagnie? Mais là, pouah, que crève le capitalisme, mes amis. Que crève cette baudruche immonde, ce monstre stupide, cet ivrogne insatiable. Putain, j'adore déjà ce livre. Ce meurtrier insensible, ce violeur impétinent, cette ganache ventripotente. Ce concept délirant, cette histoire subclaquante, mais oui, qui crève ce fantôme puant, ce cauchemar de toxicomane qui disparaît ce capitalisme, corps malade éventré des plaies de la terre, ver immonde qui ne survit que de l'anéantissement de la vie. Tumeur métastatique, élixir trompeur des rêves impossibles, virus mortifère, gredin, chenapan, criminel, boudin gras et suintant, bulldozer métallique et sans pitié, cyber caché et pervers qui crèvent et que vivent les sans-abri, que dorment les sans-logis, que se rassasient les affamés, que court le léopard, que transpire la jungle, que sourit la mer, que vive enfin le monde, que l'horizon s'éclaire, que la lumière revienne, que se lève un avenir qui ne serait pas de catastrophe, de chaos, d'étouffement, de lutte pour une survie misérable, que vive enfin l'humanité libérée des raies tentaculaires de l'argent qui veut décider de tout. Que crève le capitalisme pour que nous vivons, titubons comme l'alcoolique désespéré de savoir se détruire et qui pourtant reprend un verre, groggy, vaporeux, nous avançons dans le brouillard de la consommation en sachant qu'il détruit tout, et pourtant incapable de dire stop, d'arrêter de bifurquer, addict au dernier pour la route qui conduit à l'abîme. Que crève le capitalisme, que finit cette histoire qui eut son aube, son horreur, sa jeunesse, sa maturité, ses tournants, ses phases folles, criminelles, énergiques, créatives, et qui maintenant n'est plus que mécanique, absurde, vampirique, qui ne peut maintenir l'apparence du normal qu'en suçant à l'os, la peau et la chair et les nerfs et le cœur de la terre, et des humains qui tentent, comme depuis 1 million d'années, d'y vivre simplement. Que crève le capitalisme, mes amis, et n'ayons crainte de proférer l'imprécation interdite pour qu'on leur palais morose, les puissants incertains voient se fissurer leurs monticules de papier, pour qu'en leur tour phallique, les spéculateurs sentent le souffle du cyclone, pour qu'en leur prison dorée, les opulents tremblent d'appréhension, n'ayez crainte de leur pouvoir évanescent, de leur alibi sans valeur, de la peur qu'ils distillent, n'ayez crainte de l'avenir, et que crève le capitalisme pour qu'on se rouvre, pour que s'ouvre le nouveau monde, le monde d'une humanité réconciliée avec le cosmos. Page 9. La transformation écologique du monde se poursuit à une vitesse sidérante.
Le changement climatique fonce comme un troupeau de bisons lancé au galop, menaçant de tout dévaster sur son passage. Et nous continuons à tergiverser, sous-peser, évaluer, fixer des objectifs à 2050, ratiociner pendant que les nuées de la furie se rassemblent à l'horizon. Ce livre est une interpellation dont le sens profond pourrait effrayer son auteur s'il ne savait que la poursuite de l'entre-deux actuel n'était pas plus effrayante encore. Il y a près de 15 ans, dans Comment les riches détruisent la planète, j'ai expliqué l'articulation essentielle de la crise sociale, résumée dans la montée des inégalités et de la catastrophe écologique, démontrant qu'il n'était pas possible d'éviter celle-ci si on ne résolvait pas celle-là. Mais si le mouvement social et le mouvement écologique se sont, en grande partie, transformés pour converger et ont commencé à nouer des alliances, du côté des puissants, des dominants, de l'oligarchie, rien n'a vraiment changé. Puis encore, comme on va le montrer dans ce livre, la classe dirigeante s'est arc-boutée, s'engageant dans la foulée de l'ébranlement financier de 2008-2009 sur un nouveau chemin de radicalisation du capitalisme, niant la nécessité du changement et montant les pièces d'un apartheid planétaire. Nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où c'est eux ou nous. Il ne s'agit plus de convaincre les dominants, mais de détruire leur système de domination. Il s'appelle le capitalisme, et le capitalisme doit s'effondrer si nous ne voulons pas que l'équilibre de la biosphère s'effondre et si nous voulons préserver les chances d'une société humaine et en paix et assurant la dignité de ses membres. Dire que le capitalisme a une histoire signifie qu'il a un début et une fin. En tant que phénomène historique, cette forme particulière d'organisation sociale va disparaître pour laisser place à une autre forme. Les historiens en situent le début au XVIe siècle. La fin, on peut maintenant l'envisager. Elle ne va pas advenir d'un coup comme la mort d'un organisme vivant, mais selon un processus continu et prenant un certain temps, qui n'est prévisible qu'en partie, même si des trajectoires possibles se dessinent. Des scénarios cruciaux ont notamment été établis par le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ils mettent en rapport les projections de la hausse des émissions de gaz à effet de serre et de celle du réchauffement de l'atmosphère moyenne. La traduction de ces trajectoires en évolution concrète de la société dépend de celle-ci, c'est-à-dire que nous sommes collectivement maîtres de notre destin. Nous pouvons influencer le processus et il n'a pas un chemin tout tracé. En termes politiques, on peut traduire les cas extrêmes de ces scénarios en deux pôles. L'un est celui d'une société sobre ayant rétabli l'équilibre avec la biosphère, le climat étant considéré comme le marqueur d'un comportement écologique général. L'autre est celui d'une société ayant laissé les émissions atteindre un niveau si élevé que le réchauffement rend la vie humaine, notamment, extrêmement pénible. Ces deux pôles représentent l'un une société ayant largement résolu le déséquilibre fondamental des inégalités entre les humains et se trouvant en paix, l'autre une société en proie au chaos violent provoqué par la lutte incessante pour s'approprier les ressources dans un monde livré à la fournaise. Entre ces deux pôles s'étend une gamme de situations possibles et il dépend de notre action que la réalité approche telle ou telle branche de l'alternative. Chacun de ces pôles est l'aboutissement de la logique suivie par une configuration particulière d'intérêts. Autrement dit, s'exprime ici un conflit que l'on doit assumer en considérant que certains ont intérêt à aller vers le pôle désastreux et qu'ils entrent en lutte avec ceux qui veulent aller vers le pôle harmonieux. Il faut cesser de croire que tout le monde veut aller vers le pôle harmonieux. Cela implique de tels changements que ceux qui profitent de forts avantages actuellement ne sont pas prêts à les abandonner au nom de l'intérêt général. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça s'arrange, et il faut définir les stratégies pour les empêcher d'orienter la décomposition du capitalisme sur une voie néfaste. C'est pourquoi la question stratégique est aujourd'hui centrale pour le mouvement écologique, pour le mouvement émancipateur, et en fait simplement pour toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté. L'écologie est l'enjeu politique central des premières décennies du XXIe siècle. La catastrophe a commencé, page 13. Il y aura des moments de calme, de périodes de pause, des îlots de sérénité. Il en existe toujours au milieu des catastrophes. Le pays n'était pas uniformément à feu et à sang durant la guerre de 100 ans. Nombreux étaient les coins de France ou d'Allemagne où l'on pouvait vivre à peu près normalement durant la Première Guerre mondiale, tout comme en Angleterre durant la Seconde. Rien ne demeurant n'est plus trompeur que ces moments de calme, si on ne les saisit pas
comme des chances pour rassembler son énergie dans le but de se préparer à la tempête qui vient. Car elle viendra et partout. Si des accalmies seront fréquentes, aucun lieu ne sera épargné par la catastrophe qui a commencé à déployer ces terribles menaces. Des centaines de livres, de rapports, d'études racontent souvent avec talent, toujours en s'appuyant sur des références scientifiques indiscutables, la catastrophe et ses conséquences envisageables. Sécheresse, inondations, feux de forêt, montée des eaux, pandémie, invasion de nuisibles, érosion des sols, stress hydrique, tout cela entraînant déficit agricole, famine, déstabilisation des États, mortalité due à la chaleur, migration de centaines de millions de personnes, chaos, guerre. Je ne détaillerai pas ici ce que j'ai aussi décrit dans d'autres livres et qui finit par former un fond de culture commune, ahurissant par l'hébétude dans laquelle il nous plonge. Mais il faut repérer de choses nouvelles au milieu de cette avalanche d'informations. D'abord, le processus de destruction s'est accéléré à tel point qu'en quelques décennies, ce qui était objet de débat est devenu une réalité sensible en tout point de la planète. J'observe comme journaliste scientifique la crise écologique depuis 3 décennies. Autour de 90, l'alerte écologique avait été relancée depuis quelques années à partir des pluies acides en 83, des accidents de Bhopal en 84 et de Tchernobyl en 86, de la déplétion de la couche d'ozone en 88, du premier rapport du GIEC sur le climat en 90. Cependant, le doute restait grand tant sur le changement climatique qu'à propos de la biodiversité, dont le concept n'avait été posé par les biologistes qu'en 86. Si l'on savait que la destruction des espèces des milieux naturels était en cours, les scientifiques avaient du mal à évaluer les taux d'extinction des espèces, le concept d'espèce étant lui-même disputé, et former une vision globale des milliers de situations particulières était difficile. Quant au changement climatique est resté incertain, comme le reconnaissait le GIEC 2 ans après son rapport de 90, la réaction de la température moyenne à la surface du globe au doublement du CO2, gaz carbonique ou dioxyde de carbone, ne dépasserait probablement pas la fourchette de 1,5 degrés Celsius à 4,5 degrés Celsius, écrivait-il. Il y avait de nombreuses incertitudes dans, crochet leur prédiction, particulière en ce qui concerne le calendrier, l'ampleur et les effets régionaux. La hausse de la température depuis 100 ans est de même magnitude que la variabilité naturelle du climat. La détection sans équivoque de l'accroissement de l'effet de serre n'est pas probable dans une décennie voire plus. Les climato-sceptiques, le plus souvent financés par les compagnies pétrolières, se sont engouffrés dans cette hésitation pour entretenir le doute et créer la confusion dans l'opinion publique. Si tout est à l'honneur des scientifiques d'avoir avancé avec prudence pour asseoir leurs conclusions, avec le plus grand degré possible de certitude. Mais il a fallu des années pour parvenir au fait indiscutable que la 6e crise d'extinction des espèces s'amorce et que le changement climatique est lui aussi pleinement engagé. La coalition scientifique et logique est toujours en retard sur la réalité des phénomènes qu'elle tente de décrire. L'ennui, le gros ennui, est que la lente marche pour refermer peu à peu les interrogations a permis aux conservateurs de maintenir un statu quo destructeur. Si bien qu'en à peine 30 ans, réchauffement, recul de la diversité de la vie et pollution des écosystèmes ont atteint des niveaux effrayants. Autre élément nouveau et crucial, les dégâts macro et écologiques affectent les pays riches alors que jusqu'à récemment, ils se manifestaient surtout dans les pays du Sud, qui étaient réellement concernés en Europe ou en Amérique du Nord quand les Pygmées du Cameroun ou les Yanomami au Brésil constataient la destruction des forêts où ils vivaient, quand les Philippins ou les Guatémaltèques voyaient leurs économies meurtries pour plusieurs années par des cyclones, quand les Pakistanais étouffaient par une chaleur de 45 degrés Celsius. Cependant, depuis le coup de gong de l'ouragan Katrina qui a balayé la Nouvelle-Orléans en 2005, le souffle oppressant de la catastrophe atteint les rivages prospères. En Californie, avec des feux monstrueux à répétition, l'exception devient d'une banale normalité. En 2019, l'Australie a éprouvé pendant des mois des incendies de forêt au goût d'apocalypse. En 2020, un virus venu de la forêt profonde et disparu a plongé le monde dans la stupeur et la paralysie. Nous ne sommes plus à l'abri. Et le spectre de l'effondrement taraude des sociétés opulentes qui oublient que cette situation a déjà été subie par d'autres cultures, Mayas, Incas et Aztèques, exterminées par les maladies apportées par les Européens au VIe siècle.
Société africaine déprimée par l'esclavage des Européens au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, peuple premier des États-Unis d'Amérique, quasiment détruit par un génocide au XIXe siècle. Le monde s'effondre, écrivait chinois Achebe en 1958 face à la modernisation. Mais qui écoute un écrivain nigérien? Le risque d'un réchauffement incontrôlable. Au vrai, rien n'est une surprise. Que les scientifiques soient prudents et veuillent vérifier leurs données ne les empêche pas de lancer des signaux que les écologistes ont amplifiés, souvent en vain. Un exemple entre 100, la pandémie de 2020. En 2007, dans Comment les riches détruisent la planète, j'écrivais « Pour le biologiste Michel Laureau, pendant un certain temps, on ne percevra pas les conséquences de la perte de biodiversité. Et puis tout d'un coup, il va se produire des catastrophes. Invasion de nouvelles espèces, impossibilité de contrôler des maladies, émergence de nouvelles maladies, y compris pour les plantes, perte de la productivité des écosystèmes. Les écologues pensent que la destruction des écosystèmes libérera le champ pour des organismes nuisibles qui ne seront plus freinés par leurs prédateurs habituels. On pourrait alors s'attendre à des grandes épidémies. Il ne faut pas comprendre autrement la crainte que la grippe aviaire a suscité chez les spécialistes de la santé publique. L'un de ceux-ci, Martin McKee, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, dit ainsi à propos de la menace infectieuse « Je ne peux même pas écarter l'hypothèse à long terme qu'un organisme inconnu apparaisse et fasse disparaître l'Homo sapiens. » Et l'on pourrait aussi évoquer les catastrophes nucléaires. Tchernobyl, Fukushima ont eu lieu sans que ne scie l'indéfectible confiance des responsables, particulièrement en France, dans des machines intrinsèquement dangereuses, qu'à Dieu ne plaise. Mais les Français, pour ne parler que d'eux, ne devraient pas écarter un accident grave au Tricastin ou ailleurs, ni refuser d'imaginer que 3000 km² de leur territoire ne deviennent un jour une zone interdite ad aeternam. Au fond, la catastrophe tient à l'indifférence et au fatalisme. On sait que la maison brûle et on la regarde brûler. Très intelligent. Il me faut souligner quelques points qu'il est important d'avoir à l'esprit à propos du changement climatique. Le climat s'est déjà réchauffé de 1 degré Celsius par rapport à la période de climat stable qui a précédé pendant environ 10 000 ans la révolution industrielle. Ce réchauffement devait atteindre 1,5 degré Celsius voire 2 degrés Celsius de manière certaine. Pourquoi? Parce que se trouve déjà dans l'atmosphère le CO2 que nous avons émis depuis des décennies et que ce gaz conserve la stabilité chimique durant 100 ans. La baisse des émissions qu'il faut enclencher aujourd'hui ne se fera ainsi sentir qu'au-delà de 2040. Ce qui est tout sauf négligeable pour la raison que voici. D'après les climatologues français qui ont présenté en septembre 2019 leurs scénarios les plus probables, on pourra, dans l'hypothèse la plus optimiste, tout juste maintenir les températures en dessous de 2 degrés Celsius du réchauffement à la fin du siècle, à une condition, une diminution immédiate des émissions de CO2 jusqu'à atteindre la neutralité carbone à l'échelle de la planète vers 2060, ainsi qu'une captation de CO2 atmosphérique de l'ordre de 10 à 15 milliards de tonnes par an en 2100. Une autre question cruciale préoccupe vivement les climatologues du monde entier, la possibilité que le réchauffement dépasse un seuil à partir duquel se produiraient des effets irréversibles, s'amplifiant sans limitation possible. Ce scénario a été décrit dans un article paru en août 2018 dans la revue de l'Académie américaine des sciences sous la signature de Will Stephen, Johan Rockström et quelques autres chercheurs, formant une équipe qui mène depuis des années un travail de fond sur les limites biosphériques que franchit l'humanité. Dans cette étude, ils étudient l'évolution possible du climat à partir du concept de rétroaction positive au feedback, qui décrit le fait qu'un phénomène, une fois amorcé, peut s'amplifier parce qu'il enclenche un mécanisme qui l'auto-entretient. Les chercheurs estiment qu'un certain niveau de réchauffement enclencherait de telles rétroactions, empêchant la température moyenne de stabiliser. Cette approche se différencie de la majorité des modèles climatiques qui supposent une relation quasi linéaire entre les émissions de CO2 et l'augmentation de la température. Dire une relation qu'elle est linéaire signifie qu'un effet évolue de manière proportionnelle à ce qui le produit. Ici, la température par rapport au volume émis de CO2. Mais, assurent Stephen et ses collègues,
il est possible que des mécanismes de rétroaction deviennent un facteur important, voire le principal, de la trajectoire du système Terre dans les siècles prochains. Autrement dit, l'effet de serre pourrait activer des éléments qui déclencheraient eux-mêmes des augmentations de température brusques dans un effet domino, amenant la chaleur terrienne à un niveau toujours plus élevé. Ainsi, la machine climatique s'emballerait et se réchaufferait plus fortement que ne pourraient l'induire les seules émissions de CO2, nous conduisant vers une terre-serre très chaude et peu vivable. À quel niveau ce processus d'auto-amplification entrerait-il en action? Autour de 2 degrés Celsius de réchauffement, estime l'équipe de Stephen et Rockström. Quels pourraient être ces éléments déclencheurs amorcés par le réchauffement? Les chercheurs en citent particulièrement 5. Le dégel du pergélisol, l'affaissement de la capacité des océans et des sols à absorber le CO2, l'augmentation de la respiration bactérienne océanique, générant plus de CO2, la disparition de la forêt amazonienne et celle de la forêt boréale. Une conclusion de ce raisonnement fondé sur le passage de seuil déclenchant des rétroactions incontrôlables est que, si l'humanité se laissait entraîner dans le régime de la terre-serre chaude, le retour à un système Terre stabilisé deviendrait très probablement impossible. La société planétaire est maintenant en croisement de 2 chemins. Soit elle continue à émettre massivement des gaz à effet de serre et le climat risque d'entrer en s'emballant dans la zone très chaude qui sera sans retour, soit elle agit rapidement pour stabiliser le climat de la Terre à un niveau supportable pour les sociétés humaines, mais qui resterait cependant plus chaud qu'à aucun moment depuis 800 000 ans. Cette dernière option implique de réduire drastiquement les émissions, de protéger et de restaurer les milieux naturels capables d'absorber le CO2, d'améliorer la balance énergétique de la planète. Pour ce faire, il faut une transition radicale. Ayant les efforts sur la recherche de la résilience, à l'opposé des théories, outils et croyances dans les petits changements. Un film de science-fiction désespéré. Tout cela est glaçant. L'avenir qui se décide est inacceptable. Croyez-vous pour autant que cette perspective va changer quelque chose dans la tête des responsables? Non. Le système entend poursuivre comme si de rien n'était. Ainsi, par exemple, l'OCDE, Organisation des coopérations et de développement économique, un des rouages de son fonctionnement, ne parvient pas à imaginer que la croissance pourrait ne pas se poursuivre. Il envisage sans se poser de questions une augmentation massive de la consommation mondiale de matières premières, un des indicateurs essentiels de la dévastation du monde, passant de 90 gigatonnes par an aujourd'hui à 167 en 2060. Une gigatonne signifie 1 milliard de tonnes ou 1 millier de millions de tonnes. Les experts supposent en effet que le PIB mondial aurait triplé entre 2017 et 2060 et que le niveau de vie moyen aura atteint 40 000 $ par habitant, soit le niveau actuel des habitants des pays de l'OCDE. On se situait, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, à 22 milliards de tonnes en 1970 et à 70 milliards de tonnes en 2010. Est-ce compatible avec une division par 2 des émissions de gaz à effet de serre, le minimum indispensable pour éviter un trop grand réchauffement? L'OCDE ne s'en inquiète pas. Croissance il y aura, plus de matière on extraira, et que dans la marquise. Autre cas d'inconscience caractérisé, les investissements dans les équipements consommant des énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, sources majeures de CO2 et de méthane. Des chercheurs ont calculé en faisant l'inventaire des centrales électriques, industries et autres autoroutes existantes ou en projet, qu'elles émettraient plus que la totalité du CO2 disponible si le réchauffement moyen doit être limité à 1,5 degré Celsius et les 2 tiers si le réchauffement doit être limité au moins de 2 degrés Celsius. Rien n'indique que ces projets vont être annulés. Signalons de surcroît 3 tendances amorcées depuis quelques années et qui vont peser toujours plus sur l'environnement global si on les laisse se développer. L'expansion du numérique qui représente déjà 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, sans parler du fort impact environnemental provoqué par l'extraction des métaux nécessaires aux nouvelles technologies, et pourrait atteindre 8% en 2027. Le développement de l'exploitation minière des grands fonds océaniques pour laquelle les investisseurs piaffent d'impatience. Des millions de kilomètres carrés sont déjà ouverts à la prospection, notant les dégâts prévisibles sur un écosystème fragile. Enfin, le réchauffement climatique va accroître les besoins en matière de climatisation,
laquelle requiert de l'électricité. Or, celle-ci provient et proviendra longtemps encore en grande partie de l'énergie fossile. L'air conditionné consomme déjà 10% de l'électricité mondiale, selon l'Agence internationale de l'énergie. Dans le même ordre d'idée, la désalinisation d'eau de mer, elle aussi grosse consommatrice d'énergie, sera de plus en plus tentante pour les pays en stress hydrique. Qu'a-t-il pu advenir pour que nous soyons passés en une cinquantaine d'années des 30 glorieuses à un système qui n'offre comme perspective que le scénario d'un film de science-fiction désespéré? L'alerte écologique avait pourtant été lancée dans les années 60. Un marqueur usuel est le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, paru en 62, et dénonçant les effets nuisibles de pesticides chimiques. Beaucoup de choses commençaient alors à bouger, il est vrai, et un mouvement écologique se constituait avec vigueur en Amérique du Nord comme en Europe. Le jour de la Terre, en avril 1970, rassemblait des millions de personnes aux États-Unis et le rapport du Club de Rome, en 1972, bousculait le dogme de la croissance, tandis que les premiers modèles climatiques prédisaient le réchauffement lié aux émissions de gaz carbonique. Le pays le plus puissant du monde, les États-Unis, a adopté 25 législations fédérales entre 1965 et 1975, quintuplé les budgets correspondants, créé un ministère de l'Environnement. On observait des évolutions similaires en Europe, et pourtant plus de la moitié du carbone relâché dans l'atmosphère depuis 1951 l'a été après le milieu des années 70. Ce qui s'est passé dans la foulée de la crise du capitalisme au cours des années 70, déjà contestée durant les années 60 et secouée par les chocs pétroliers de 73 et 79, le néolibéralisme a pris le pouvoir, comme on va le voir, pendant que seraient organisés les circuits mondiaux de la production. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, le dogme néolibéral s'imposait avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan et provoquait la dérégulation financière, la baisse de la fiscalité sur les très riches et sur les entreprises, les privations et les retraits de la régulation étatique. En parallèle, alors que la Chine prenait le virage productiviste et s'ouvrait à l'économie de marché, les grandes entreprises commençaient à délocaliser leurs usines ainsi que dans d'autres pays du Sud pour payer des salaires moins élevés qu'en Occident, peser ainsi sur les revendications des travailleurs et incitement échapper à des réglementations environnementales considérées comme trop coûteuses. La mondialisation a pris son envol, tout comme les émissions de gaz à effet de serre. Examinons en détail cette évolution du capitalisme. 2. Le capitalisme et les 40 désastreuses. Page 23. 40 désastreuses. Au sud des capitalistes, ils ont réussi à nous en persuader, leur système est issu d'une évolution naturelle, elle est devenue irremplaçable. Il serait certes améliorable, mais ses principes essentiels ne peuvent être remis en cause. Le capitalisme est un phénomène naturel, selon l'expression d'un de ses nombreux turiféraires. Et de toute façon, dit un autre serviteur zélé, le système capitaliste ne va pas disparaître puisqu'il n'y a pas d'alternative. L'amour. En fait, le capitalisme n'est là que depuis 4 siècles. Nous sommes à un point de bifurcation historique où soit il se transforme en une version techno-despotique, soit il se disloque pour laisser place à un système écolo équitable. On peut décrire l'évolution du capitalisme en une succession de phases, chacune ayant sa dynamique. En voici les principales depuis la fin du XVIIIe siècle, quand il s'est réellement affirmé. Formation de la théorie du libéralisme, capitalisme industriel, compromis fordiste, capitalisme keynésien, néolibéralisme, capitalisme numérique et policier, ce dernier est celui que nous connaissons. L'approche historique permet notamment de comprendre la différence essentielle entre le libéralisme et le néolibéralisme et de décrire les caractères actuels du capitalisme. Mais rappelons-en d'abord le principe essentiel. Le capitalisme, c'est quoi? C'est de la merde. Le cœur du capitalisme se résume à un mot, monnaie. Il existe bien sûr des définitions plus sophistiquées. On peut dire que le capitalisme est un système économique et social dans lequel le but fixé à ses membres est l'augmentation de leur capital. Pour d'autres, il est une économie violente et anarchique qui a pour principe le désir d'enrichissement sans limite des individus. Une configuration historique spécifique des rapports marchands et des structures étatiques au sein de laquelle l'obtention d'un gain économique privé par tous les moyens, ou presque, est
un objectif primordial et la mesure de tout succès, un système dont la caractéristique dominante ou décisive crochet est la recherche persistante de l'accumulation sans fin du capital, à savoir l'accumulation du capital afin d'accumuler encore plus de capital. Argent, accumulation, capital, mais comment? Par la production de marchandises qui ne sont pas produites et échangées pour leur valeur d'usage, mais pour leur valeur d'échange, c'est-à-dire la possibilité que leur mise sur le marché génère un profit. Dans le capitalisme, on ne produit pas pour satisfaire des besoins, mais pour nourrir l'accumulation du capital. Le besoin est certes présenté comme la justification de la marchandise, mais il est suscité ou fabriqué par diverses techniques de manipulation mentale, la principale étant la publicité. Tout cela n'exclut pas que des besoins existent réellement, bien sûr, mais il n'y a que la société capitaliste qui est subordonnée leur satisfaction au principe d'accumulation du capital. Vous pourriez croire que ces définitions sont animées par un esprit unilatéralement critique, mais non. Un des papes du néolibéralisme, Milton Friedman, était clair. Les dirigeants d'entreprise ont-ils d'autres responsabilités que celle de faire le plus d'argent possible pour leurs actionnaires? Ma réponse est que non, ils n'en ont pas d'autres. En 2013, Rex Tillerson, le PDG d'ExxonMobil, la plus grande compagnie pétrolière du monde, était tout aussi franc. Ma philosophie est de faire de l'argent. Forer et faire de l'argent, c'est ce que je veux faire. Donc le capitalisme est une organisation sociale dont les membres sont réputés avoir pour motivation principale de gagner de l'argent afin de pouvoir gagner pour plus d'argent. Le capitalisme est un phénomène historique. Dire que le capitalisme est un phénomène historique a une conséquence logique. Un phénomène historique a un début et une fin. Le capitalisme est né, il mourra. Sa fin ne sera pas un événement instantané, mais, comme pour tout organisme ou civilisation, le terme d'un processus. Il existe d'innombrables et fort intéressants livres sur l'histoire du capitalisme. À de très rares exceptions près, tous ignorent le problème écologique. C'est très étrange parce que la question écologique provoque l'actuel étouffement du capitalisme. Une phase majeure dans l'évolution du capitalisme concerne la théorie du capitalisme elle-même, l'articulation entre libéralisme et néolibéralisme, qu'il importe de bien comprendre. Les guerres de religion, notamment en France et en Allemagne, ont généré au XVIe et XVIIe siècle des souffrances atroces et des désordres constants pendant des décennies. Ces guerres menées au nom de vérités métaphysiques affichées, chaque camp prétendant défendre la vraie foi, ont conduit les classes dirigeantes pour en sortir à disjoindre la politique de la religion. Afin de parvenir à la paix, a-t-on fini par penser il fallait s'affranchir de Dieu et se conduire selon une autre philosophie politique que celle faisant intervenir la divinité dans les affaires collectives. Le philosophe anglais Thomas Hobbes est celui qui a formalisé l'autonomie du politique. Dans le Léviathan, paru en 1951, il expliquait que le pouvoir ne trouve plus sa légitimité dans la religion mais dans la société, par un pacte entre les individus, chacun de ceux-ci étant mu par la crainte et le désir. Du traumatisme sanglant des guerres de religion est donc née une philosophie de la société qui allait mener au libéralisme, élaborée durant le XVIIIe siècle, siècle des Lumières. D'une part, dans la foulée de Montesquieu, on a défini le caractère de ce qui deviendrait le libéralisme politique, protection contre les abus du gouvernement par la séparation des pouvoirs et par la représentation politique de l'ensemble des individus. D'autre part, avec Adam Smith, on commença à théoriser le libéralisme économique, selon lequel la prospérité naît de la coordination invisible des désirs des individus par la rencontre sur le marché libre. Libéralisme politique, la pensée démocratique et libéralisme économique, le capitalisme, s'emboîtaient assez bien et on pouvait les regrouper sous un seul terme, le libéralisme. La société y est vue comme une collection d'individus concurrents et poursuivant leur intérêt propre, mais qui trouvent la paix civile et la prospérité par la règle électorale et par la magie du marché. Le pouvoir de l'État est cantonné par des règles qui assurent la liberté de l'individu, notamment dans son action économique. Les deux chevaux de cet attelage théorique devaient logiquement finir par tirer à U et à Dia, la poursuite de son propre intérêt selon le libéralisme économique conduisant à des enrichissements plus importants chez certains individus que chez d'autres, mettant ainsi à mal l'égalité entre individus supposés par le libéralisme politique.
Mais l'attelage a tenu bon au XIXe et XXe siècle, paradoxalement en raison des critiques qu'il générait chez les travailleurs exploités par le capital, accumulées selon les lois du libéralisme économique. En effet, la montée du mouvement ouvrier et ses visions d'une autre société, socialisme, marxisme, anarchisme, mettait la pression sur les possédants, les obligeant à céder du terrain, tant sur les conditions de travail que sur l'élargissement de la démocratie. Cependant, comme le reconnut plus tard un néolibéral, bien que le capitalisme et la démocratie aient historiquement émergé de conserve et tous deux été justifiés par le libéralisme philosophique, il n'y a aucune nécessité théorique ou pratique à ce qu'ils aillent de pair. L'attelage a néanmoins marché K1, jusqu'à ce que la crise économique de 29 ne jette à bas la théorie du libéralisme économique qui était devenue au XIXe siècle une doctrine du laisser-aller, laisser-faire. En quelques mois, des millions d'Américains se retrouvèrent sur le pavé sans travail et la passivité du gouvernement des États-Unis, présidé par un libéral économique pur jus, Herbert Hoover, se révéla totalement inefficace. On sortit de la crise par une forte intervention de l'État avec le New Deal du président Franklin Delano Roosevelt à partir de 1932, conforté par la théorie de l'économiste John Maynard Keynes, qui démontrait que dans certaines situations, il ne fallait plus laisser le marché se réguler tout seul. En Allemagne, Adolf Hitler appliquait le même interventionnisme étatique avec succès du point de vue économique. Tout cela a amené des économistes libéraux autrichiens à repenser la théorie du capitalisme qui allait devenir le néolibéralisme, d'après un mot forgé lors d'un colloque tenu en 1938 autour du politologue américain Walter Lippmann. Deux idées émergèrent de cette réflexion menée par von Mises, Hayek et Lippmann, pour citer les plus connus de ses fondateurs. D'une part, les néolibéraux tiraient la leçon de 29. Pour sortir de la crise, il avait fallu faire intervenir l'État. Il ne serait donc plus comme les libéraux économiques classiques, partisans d'un simple laisser-faire. Ils voulaient au contraire que l'État intervienne, mais pour sauver le marché, assurer son pur fonctionnement, définir les règles qui le protègent, le marché restant l'instance organisatrice essentielle. D'autre part, la démocratie n'était plus qu'une composante obligée du libéralisme économique. Ludwig von Mises saluait dès 1927 le fascisme. Il est indéniable que le fascisme et toutes les aspirations semblables à la dictature sont pleins des meilleures intentions et que leur intervention a pour le moment sauvé la civilisation européenne. Le mérite que le fascisme a acquis ainsi vivra pour toujours dans l'histoire. Von Mises précisait cependant qu'il ne fallait voir le fascisme que comme une solution d'urgence dans un moment particulier. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il avait vu la démocratie, alliée à l'Union soviétique, triompher du nazisme. Von Mises, Hayek et Schumpeter publiaient des livres où ils critiquaient fermement la démocratie parlementaire, un régime conduisant à nuire au bon fonctionnement du marché, donc intrinsèquement néfaste. Les néolibéraux sont cependant restés marginaux durant toute l'après-guerre. Non seulement le New Deal et la théorie keynésienne avaient permis de sortir de la crise, ainsi que la mobilisation de toute l'économie durant la Seconde Guerre mondiale, mais ce compromis entre marché libre et État pilotant une partie de l'économie, le tout appuyé sur une conception démocratique, réussissait manifestement. Le choc pétrolier et le tournant néolibéral. Dans ses analyses de la crise de 29 et de ses suites, toute la pensée économique s'était focalisée sur la monnaie. La question de la gestion de la monnaie, comment son ingestion peut ou non stimuler l'activité économique, comment ajuster les taux d'intérêt, est au cœur de la pensée de Keynes et des économistes de l'époque. Tous ont ignoré complètement la question dans l'environnement physique dans lequel se déploie l'activité productive et dont elle dépend. La critique néolibérale portée plus tard dans les années 60 par Milton Friedman et l'école de Chicago est elle aussi une théorie de la monnaie, n'évoquant pas un instant l'énergie, la biosphère ou les écosystèmes. Cette préoccupation a été pourtant présente et au tout début
de la pensée économique au XVIIIe siècle chez les physiocrates, juste avant Adam Smith, et chez David Ricardo, contemporain de Smith, qui se posait la question de la terre agricole. Elle a ensuite quasiment disparu des réflexions économiques, et quand un George Scrugen fit dans les années 60 le pont entre la physique et l'économie, tentant de définir une bioéconomie, il fut marginalisé. C'est pourtant de la question des ressources physiques qu'allait jaillir la rupture du cycle économique de l'après-guerre. Juste après que l'inquiétude lancée sur la finitude des capacités biosphériques par le rapport du Club de Rome de 72, à part le mouvement écologique naissant, le choc pétrolier de 73 est venu provoquer la crise du capitalisme, déjà ébranlé par le désordre monétaire lié à l'abandon de la convertibilité du dollar en or en 71. Mais les salaires continuent à augmenter au même rythme que l'inflation, du fait du rapport de force qu'avaient pu établir les salariés durant les prospères années 60, et les règlements environnementaux commençaient à peser sur les coûts industriels. La méthode keynésienne ne semblait plus marcher. Si elle pouvait maintenir l'activité, c'était au prix d'une accélération de l'inflation qui devenait dangereuse. Au total, le taux de profit global, qui avait entamé un fléchissement dès la fin des années 60, s'engageait sur une pente inquiétante. La réponse des capitalistes fut multiple. Ils firent en premier lieu le choix de la mondialisation. Les grandes entreprises se mirent à délocaliser leurs usines, d'abord au Mexique, avec les maquiladoras, puis surtout en Chine, dont les dirigeants communistes avaient décidé en 1978 de s'ouvrir au capital extérieur et d'orienter leur masse paysanne vers la production à bas coût salarial pour les industriels occidentaux. La mise en concurrence des salariés du Nord avec ceux du Sud par ce déplacement de l'appareil productif permettait d'abaisser les coûts du travail et se lier aux réglementations environnementales, tout en faisant pression sur l'esprit revendicatif des travailleurs du Nord. Ensuite, sur le plan idéologique, la thèse selon laquelle la démocratie avait été trop loin, durant les turbulentes années 60, et au début des années 70 se développa discrètement, notamment grâce à un rapport de Samuel Huntington pour la commission trilatérale et à l'expérience jugée réussie, au prix de milliers de morts du Chili. En 1973, le gouvernement de gauche de Salvador Allende avait été renversé pour installer une dictature militaire qui appliqua les prescriptions néolibérales sous les éloges de Hayek et Friedman. Une méthode que le grand économiste Paul Samuelson qualifia carrément de capitalisme fasciste. Friedrich Hayek, comme en écho, déclara en 1981 dans une interview « Je préfère un dictateur libéral à un gouvernement démocratique sans libéralisme ». On allait apprendre peu à peu que le libéralisme, c'est le capitalisme sans la démocratie. Puisque le keynésianisme ne semblait plus fonctionner, il fallait appliquer partout la méthode testée au Chili. Dérégulation, retrait de l'État, de la vie économique, abaissement de la fiscalité pour les entreprises et les hauts revenus. Par ailleurs, la libéralisation des marchés financiers était d'autant plus engagée que ceux-ci étaient déjà stimulés par les pétrodollars, ces capitaux consacrés à payer le pétrole qu'aux producteurs du Moyen-Orient et qui, faute d'emploi sur place, revenaient irriguer les circuits financiers occidentaux. Tout cela se produisait sur fond d'essoufflement des grands mouvements de contestation sociale lancés dans les années 60 et de disqualification complète de l'Union soviétique achevée par la parution en 1973 de l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Le maoïsme et sa prétention révolutionnaire étaient, quant à eux, rangés au musée par Pékin. Le chômage s'installait comme une préoccupation constante des sociétés occidentales. Les capitalistes avaient ainsi les mains libres pour développer un libéralisme purement économique, en se débarrassant peu à peu du vieil et encombrant libéralisme politique et en développant une vision politique de l'autoritarisme au service du marché libéré, non pas de l'État, mais de la pression de la société. Si bien qu'au tournant de 80, quand Margaret Thatcher et Ronald Reagan parvinrent au pouvoir, tout était en place
pour l'administration à grande échelle de la potion néolibérale. Rigueur salariale et budgétaire, privatisation, déréglementation, baisse des impôts sur les entreprises et les personnes très riches. Le terrain était aussi prêt pour un changement culturel profond remettant l'individualisme et la compétition au cœur du système de valeurs dominant. Et au bonheur n'arrivant jamais seul, le modernisme illuminait au bon moment l'arrivée triomphale du néolibéralisme avec l'émergence de la micro-informatique au sein de la Silicon Valley, matrice d'une nouvelle mutation technologique. Sur le plan énergétique, le système put se rétablir en une dizaine d'années. La hausse du prix du pétrole rendait rentables d'autres gisements que ceux du Moyen-Orient. L'énergie nucléaire se développait rapidement. De grands barrages hydroélectriques et de nouvelles mines de charbon étaient lancées dans des pays du Sud. Le prêt à payer, la mondialisation étendit énormément la pollution et l'exploitation des ressources biosphériques jusque-là réservées, pour simplifier, aux pays occidentaux et à l'Union soviétique. Les pays du Sud développèrent l'avantage concurrentiel qui est le saccage de leur environnement. En particulier en Chine, le changement impressionnant d'orientation se fit à un coût écologique colossal, condensant en 3 décennies le désastre naturel commis par les États-Unis en un siècle. Cela apparut en pleine lumière en 2006 quand les émissions de CO2 de la Chine ont dépassé celles des États-Unis. Si en quelque sorte le pétrole avait été la contrepartie des flux monétaires des 30 glorieuses, les ressources biosphériques sont ainsi devenues la contrepartie physique de la spéculation financière des 40 désastreuses. 1980-2020. Avec au bout la même conséquence, la rencontre des limites. La suite de l'histoire est bien connue, hausse générale des inégalités, enrichissement de plusieurs pays du Sud, au premier rang desquels la Chine, expansion démesurée des marchés financiers, destruction écologique accélérée, oligarchisation des anciennes démocraties occidentales. Tous les déséquilibres ainsi accumulés se sont traduits par la crise de 2008-2009, qui a vu le monde passer à 2 doigts de l'effondrement financier. On ne put l'éviter que par une intervention massive des États, qui, en bonne doctrine néolibérale, sont venus au secours des banques. Entre 2008 et 2017, les États européens ont déboursé 665 milliards d'euros en capital et 1296 milliards en trésorerie pour soutenir le secteur bancaire. C'était avant 2020, année durant laquelle la pandémie du coronavirus SARS-CoV-2 frappa le monde entier, provoquant un nouvel ébranlement économique, et l'on a rouvert les coffres publics, ceux des États comme ceux des banques centrales. Le capitalisme ne peut survivre qu'en détruisant. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi, alors que le capitalisme était passé en 2008-2009 au bord d'un précipice financier qui aurait plongé le monde dans une crise économique au moins aussi grave qu'en 1929, et alors que cette convulsion avait été provoquée par une spéculation effrénée et par un comportement délirant du système financier, le capitalisme ne s'était pas remis en cause. La raison en est qu'il s'est renforcé en se radicalisant et en développant un nouveau paradigme que nous analyserons au chapitre suivant, dans une prochaine vidéo. Mais l'inertie du système est telle qu'il était devenu irréformable. Il ne peut plus survivre qu'en aggravant sans cesse ce qui provoque des nuisances et du désordre. Le garde-fou du libéralisme politique ayant été très fortement affaibli, les mécanismes oligarchiques institués au cours des 4 décennies passées sont juridiquement, politiquement, économiquement et culturellement si engoncés dans les sociétés qu'ils ont fini par faire partie de leur être. Les voilà si puissants qu'ils sont très difficiles à démonter. Un de ces mécanismes essentiels est que le capitalisme ne peut se maintenir qu'en détruisant. L'historien Immanuel Wallerstein parlait de sales petits secrets du capitalisme. Ce secret, c'est l'externalisation des coûts écologiques. Le capitalisme ne veut pas payer les coûts des dégâts biosphériques qu'entraîne son fonctionnement. Il faudrait en effet changer les techniques de production pour ne plus générer de rejets toxiques, recycler tous ces rejets, remettre en état l'environnement, abîmer ou détruire, voire parfois abandonner une production spécifique parce que trop polluante. Cela est coûteux et ces coûts pèsent sur le taux de profit, d'autant plus que la production augmente.
donc on les externalise, selon le mot des économistes, c'est-à-dire qu'on les sort du calcul économique de l'entreprise pour les faire porter sans les évaluer par la société. Ce coût externe, ce sont les pollutions de toutes sortes ainsi que les atteintes à la biodiversité. Les capitalistes ont donc choisi à la fin des années 70, on l'a vu, d'abaisser autant que possible les normes environnementales et de déplacer la production vers les pays du Sud. Mais cette opération n'a fait qu'élargir les soucis, et c'est maintenant à l'échelle de la planète que le problème écologique se pose. Si bien que les coûts concernés deviennent colossaux et contraindraient s'ils étaient assumés à une refonte totale de l'économie. Les néolibéraux ont en quelque sorte impliqué tous les pays du monde dans leur sale petit secret. Une autre façon de répondre au problème des externalités a été de prétendre le résoudre par le marché. Et il s'agissait, résume le philosophe Grégoire Chamaillou, de mettre les pollués en position d'acheter à leurs pollueurs leur droit de ne pas l'être, de marchandiser les droits, de privatiser la responsabilité. Le but d'ailleurs n'était pas tant de répondre au problème que d'éviter l'intervention publique par le biais de normes ou de taxes. Ainsi, en 1997, la nécessité de lutter contre le changement climatique a été reconnue avec le protocole de Kyoto. Mais son objectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'a été accepté par les négociateurs européens et américains que parce qu'ils s'assortaient d'un recours au marché du carbone, ce qui évacuait la possibilité d'une réduction par la norme. Ce dernier s'est révélé, comme on pouvait s'y attendre, totalement inefficace. Le marché du carbone n'avait servi que de leurre pour éviter toute mesure concrète. La fiction des marchés des biens environnementaux a une autre fonction. Étendre la logique de la propriété privée au bien commun. Car indépendamment de toute préoccupation relative aux sales petits secrets, le capitalisme a besoin, pour réaliser toujours plus de profits, de faire croître sans arrêt l'économie et d'étendre sans cesse le règne de la marchandise. Il faut donc transformer ce qui n'appartient à personne, ou qui appartient par choix collectif à tout bien privé que l'on pourra vendre. Outre l'appropriation violente et fréquemment meurtrière des forêts ou des terrains miniers dans les pays du Sud, la privatisation par voie juridique va bon train. Une fois qu'est dépecé le patrimoine des entreprises appartenant à l'État, on entreprend la privatisation des biens de la biosphère, gérés par des entreprises plutôt que par les collectivités locales, air, marché du carbone, biodiversité, compensation, fonds marins, offerts à l'exploitation minière, terres achat par des grandes entreprises, spectre électromagnétique, ondes pour les télécommunications, etc. La dégradation écologique continue devient ainsi un moteur de la relance économique, de la croissance. En rendant rare ce qui était abondant et donc sans prix, elle rend possible la marchandisation. Paradoxalement, tandis que la question écologique était un à côté négligeable de l'économie au XIXe siècle, puis une gêne et un coût supplémentaire au XXe siècle, elle devient une condition de perpétuation de l'accumulation du capital. Outre l'océan, l'espace extra-atmosphérique commence lui aussi à être privatisé. Elon Musk prévoit de lancer 42 000 nouveaux petits satellites qui, en réfléchissant à la lumière, vont rompre l'obscurité du ciel au mépris des astronomes et des humains qui regardent le cosmos. De son côté, le Luxembourg a lancé une initiative pour garantir des droits des exploitants miniers sur la Lune ou autres astéroïdes. Mais la privatisation vise aussi les biens communs que sont la santé, l'éducation, la retraite, c'est-à-dire les trois garanties fondamentales conquises par les mouvements populaires depuis 2 siècles. Le vol organisé par les privatisations se déroule souvent au nom d'un motif apparemment incontestable. Il faut renflouer les caisses de l'État, ce même État qu'on a rendu impécunieux, et en le dépouillant de ses recettes. Est-il besoin de préciser que ces privatisations nuisent à l'intérêt général? Pour ne prendre que 2 exemples, la santé privatisée sous forme d'assurance aux États-Unis fait que ce pays dépense proportionnellement bien plus que la France pour des résultats inférieurs en termes d'espérance de vie. Quant à la privatisation de l'école et de l'enseignement supérieur, elle conduit à une société ségrégée
où une élite se reproduit en provoquant la frustration des autres. Mais la privatisation peut avoir des bénéfices indirects pour les capitalistes. Celle des retraites aux États-Unis rend les salariés dépendants des marchés financiers, puisque leur épargne y est placée, tout en ayant considérablement abondé les marchés de ressources toujours bienvenus. Cependant, l'inertie des structures oligarchisées et les politiques de prédation de biens communs ne suffisent pas à comprendre pourquoi le capitalisme maintient, malgré la catastrophe en cours, une telle confiance en lui-même. La raison en est qu'un nouveau paradigme s'est formé depuis le milieu des années 2000, élargissant celui du néolibéralisme d'une façon inattendue. On continue 3, page 39 après.